Dans la vidéo d'hier, j'ai introduit l'idée que certains coachs avaient tendance à simplifier les messages qu'ils essayaient de transmettre. Et pour aller plus loin, je dirais que c'est une tendance qui est inhérente au coaching, inhérente aux vidéos de motivation, et on va étudier ensemble pourquoi. Je vais segmenter un petit peu tout ça, parce qu'il y a un premier niveau qui n'est pas propre au coaching ou aux vidéos de motivation, mais qui concerne l'intégralité des créateurs de contenu sur Internet. Vous le savez, nous vivons à une époque d'obésité informationnelle. Quand je parle d'information, je dis pas que c'est de l'information de qualité, justement. Je dis que c'est de la stimulation sensorielle. Quand vous avez une publicité qui s'affiche dans votre fil Facebook, c'est une information au sens où vos sens, votre système nerveux reçoit des stimuli et c'est de l'information qu'il doit traiter, c'est de la donnée, c'est de la data. Ça veut absolument pas dire que c'est une bonne information, que c'est quelque chose qui va vous apprendre des choses utiles pour votre vie et votre épanouissement. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rappeler l'importance d'avoir une diète informationnelle de qualité. Donc je vais mettre un lien qui s'affichera quelque part ici vers un article que j'ai écrit il y a quelque temps sur la diète informationnelle. Donc pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui aiment lire, je vous invite à aller consulter cet article. Toujours est-il que la conséquence de cette hyperstimulation informationnelle, c'est la guerre de l'attention. Que vous le vouliez ou non, vous êtes une cible commerciale. Et quand je dis commerciale, c'est pas forcément au sens où il y aurait directement de l'argent en jeu. Je vais pas digresser sur les notions de gratuité, mais imaginez que vous utilisez YouTube avec un bloqueur de publicité, comme c'est mon cas, eh bien, vous ne voyez jamais de publicité avant les vidéos. Vous avez l'impression de vivre dans un monde où il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de marketing fait à votre rencontre, ce qui est évidemment faux, puisque les miniatures et les titres des vidéos, même chez les vulgarisateurs scientifiques, c'est déjà une approche marketing. Vous êtes une cible parce que votre attention, votre temps de cerveau est une cible. Et oui, parce qu'à chaque minute qui s'écoule, il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube. Et évidemment, il faut bien que des gens voient ces vidéos. Le but de toute personne qui crée du contenu, c'est d'avoir un public. Même les vulgarisateurs scientifiques, qui sont un petit peu des gens comme ça qui seraient nobles, dans le sens où ils font pas du prank débile et des vidéos pour adolescents. Enfin, ils peuvent avoir un public adolescent, mais ils font pas des trucs stupides. Et puis, ils sont pas là pour vous vendre quelque chose, contrairement aux coachs comme moi qui vous vendent des formations, qui vous vendent du coaching, etc. Non, le vulgarisateur scientifique n'a rien à vendre, sauf peut-être un livre, par exemple, comme David Louapre, ou des tasses à café, comme la statistique expliquée à mon chat, mais toujours est-il que ça symbolise le contenu de qualité, le contenu qui est à la fois intellectuel et qui n'a pas forcément une finalité commerciale. Oui, mais dans la jungle des vidéos qui sortent, dans la jungle des miniatures, et même bientôt dans la jungle de la vulgarisation scientifique, parce que c'est un genre qui est en pleine explosion, il faut bien que le vulgarisateur trouve un public pour exister. Et si vous observez un petit peu ce qui se passe, il y a des gens qui se sont fait une spécialité d'avoir des contenus particulièrement racoleurs, même si le contenu peut être intéressant. Par exemple, quand Dirty Biology fait une vidéo intitulée « Le parasitisme du mâle » ou « À quoi ça sert d'avoir un vagin », vous le savez très bien, dès qu'on parle de sexe, waouh, ça fait cliquer les gens. Je pense aussi à la série qui est faite par cet ancien infirmier qui s'appelle « Dans ton corps ». Cette série a des sujets parfois super racoleurs du côté du cracra, genre voilà, est-ce que les crottes de nez ça se mange? C'est évidemment une manière de présenter les choses qui est particulièrement proxo à clic. Pour gagner cette guerre de l'attention, il y a plusieurs outils. Il y a les miniatures qui peuvent être plus ou moins racoleuses. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur Orelsan et que je l'ai mis derrière des barreaux, ça a contribué au succès de la vidéo. C'est pas le seul facteur. On pourra faire une étude de cas éventuellement, mais clairement, c'est pas le seul facteur. Mais ça a joué avec également le titre. Orelsan doit aller en prison et rendre ses victoires de la musique. Vous savez quoi? C'est déjà un peu long comme titre. J'aurais pu juste mettre Orelsan doit aller en prison, et avec les barreaux de la miniature, ça passait crème. Plus le titre est court et plus il est accrocheur, vous avez des chances d'avoir de la visibilité. Par exemple, un titre accrocheur, ça peut être un titre qui est négatif. Dans le cas d'Orelsan, c'était flagrant, et c'est aussi le cas d'un certain nombre de vidéos de vulgarisation, pareil, toujours, je pense à Dirty Biology, qui a fait des choses sur faut-il tuer tout le monde, etc., ou comment l'humain a failli disparaître. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est quelque chose qui est très corrélé à l'aversion à la perte. Je le fais très très court, le cerveau humain semble avoir gardé, à travers l'évolution de l'espèce, une tendance à se préoccuper plus de ce qui est négatif et désagréable que de ce qui est positif et plaisant. Il y a plein d'expériences de psychologie qui ont été faites là-dessus, donc je vais pas détailler, mais c'est quelque chose qui est à l'œuvre. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de place pour la nuance dans le contenu, ce qu'on va appeler le pré-contenu, donc les miniatures, les titres, etc., les sujets. Vaut mieux faire un truc sur « je découvre que ma femme me trompe »
plutôt que « J'ai beaucoup réfléchi à mon couple et je me suis posé des questions sur la fidélité de ma femme ». Un titre comme ça, c'est trop long. Donc vous l'avez compris, les coachs qui créent du contenu, que ce soit des vidéos ou des articles, eh ben, ils sont sujets aux mêmes problématiques de référencement naturel et de visibilité que tout le monde. Ce qui pousse les gens à faire de la simplification, de la caricature, ou à dire des choses qui sont carrément fausses. Le prolongement de cette guerre de l'attention, c'est la durée de la vidéo. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un même sujet, par exemple, comment avoir de la réussite sur un site de rencontre, sur une appli de rencontre, comment avoir des matchs sur Tinder, une vidéo de 5 minutes va être plus attractive qu'une vidéo de 15 minutes. Parce que 15 minutes, dans un monde où on est saturé d'informations, on a envie de regarder Netflix, on a envie peut-être pour les plus évolués de lire des livres, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que entre 5 minutes et 15 minutes, pour avoir probablement les mêmes informations sur le même sujet, vous allez cliquer sur la vidéo de 5 minutes. Alors évidemment, il y a des limites à ça. Si vous voyez qu'une vidéo fait 30 secondes et qu'elle vous promet une recette pour avoir plus de rencontres sur Tinder, vous allez vous dire 30 secondes, c'est chelou, ça va juste être une bande-annonce pour un produit payant, donc vous n'allez pas cliquer. Mais autour de 5 minutes, ça vous paraît crédible que le contenu va contenir vraiment des informations, et 15, 20, 30 minutes, imaginez une vidéo de 40 minutes sur comment avoir des dates sur Tinder. 40 minutes pour ça, à moins que ce soit un séminaire payant et que vous présumiez des faits qu'il y aura une quantité d'informations incroyables, des études de cas, etc. Pour une vidéo YouTube, c'est trop long, 40 minutes sur un sujet de ce genre. Donc si on prend les choses sous l'angle de la théorie des jeux, il y a des incentives très puissants à faire des vidéos courtes. Or, pour faire des vidéos courtes, on est obligé d'élaguer le propos au maximum. Bah oui, parce que nuancer quelque chose, c'est pas très compliqué normalement. Lorsque quelqu'un fait remarquer que l'école est l'antichambre de l'usine, c'est un discours qui est tenu par Oussama Ammar et c'est un discours auquel je souscris totalement et je l'ai repris en partie dans ma vidéo sur la sélection à l'université. L'école, l'éducation obligatoire a été inventée pour formater des futurs travailleurs qui allaient, à l'époque étaient des prolétaires surtout, qui allaient se retrouver dans des usines. Mais ça prend 30 secondes de nuancer ce propos en rajoutant que ça permet quand même des choses positives comme de donner un minimum de tronc commun en matière de compétences mathématiques pour pouvoir faire ses courses par exemple, ou de compétences en lecture, écriture et pour lutter contre l'analphabétisme, et de prendre 30 secondes supplémentaires pour expliquer que, au-delà de l'aspect formatage de futurs prolétaires exploités dans des usines, l'éducation nationale aussi a une vocation ethnologique, c'est un produit anthropologique, un produit culturel qui est un outil de reproduction sociale, dans le bon sens, comme dans le mauvais. Le mauvais sens, c'est de reproduire un formatage de futurs prolétaires, et le bon sens, c'est que ça donne aussi une vision du monde, ça transmet de la connaissance, etc. Et d'ailleurs, au passage, c'est pas l'éducation nationale qui est obligatoire en France, mais c'est l'instruction. Mais comme je vous l'ai dit, la tentation est grande de supprimer purement et simplement ce genre de petites remarques annexes, qui ne sont pas annexes dans l'absolu, parce que ça permet de donner de la richesse à votre propos si vous multipliez les nuances, mais c'est annexe quand vous voulez, j'allais dire punchliner, quand vous voulez convaincre un public, quand vous voulez faire une vidéo qui soit la plus courte possible, pour capter l'attention des gens, pour avoir leur temps de cerveau, et à la fin, pour vendre quelque chose. Parce que ça m'amène à un troisième point, qui est le fait que les coachs sont des entrepreneurs. Je profite de ce moment de la vidéo pour vous signaler que les gens qui n'ont rien à vendre directement, les gens qui ne sont ni coach, ni infopreneurs, ni blogueurs, ni web entrepreneurs et qui font du contenu sur YouTube, les gens qui font du divertissement, par exemple, qui font des pranks, les gens qui font du gaming, ou les gens qui font de la vulgarisation scientifique, aussi sont des entrepreneurs. Parce que certains monétisent leurs vidéos avec la publicité, je pense à Nota Bene qui arrête pas de se plaindre de cette démonétisation, mais aussi pour ceux qui ont l'éthique de ne pas monétiser les vidéos, il y a recours à un Tipeee, ou dans le cas de chaînes de vulgarisation comme Science Étonnante ou La Statistique Expliquée à mon chat, il y a des produits dérivés, que ce soit le livre de David Louapre, ou que ça soit les mugs très sympas avec des jolis petits chats tout mignons kawaii de La Statistique Expliquée à mon chat. Pour déclarer vos revenus sur Tipeee, il faut avoir un statut légal. Pour empocher les revenus de la monétisation publicitaire, il faut un statut légal. Et pour vendre des produits dérivés, il faut un statut légal. Bref, tous les youtubeurs sont des entrepreneurs, sauf peut-être ceux qui ne mettent aucune publicité, qui n'ont pas de Tipeee et qui font juste un espèce de vlog comme ça. Mais ça, c'est très rare. La différence entre tous ces créateurs de contenu, c'est que d'un côté, on a ceux dont la chaîne YouTube est le produit, même s'il a l'air gratuit en apparence, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Donc un vulgarisateur, sa chaîne, ses vidéos, c'est son produit principal, même s'il a un livre à côté, même s'il a un blog à côté, où il vend son livre, même s'il vend des tasses à café, son contenu vidéo, c'est directement son produit. Alors qu'un coach
ou un entrepreneur ou un blogueur qui travaille sur un thème particulier, qui vous vend un produit, voilà, en fait, son contenu vidéo et ses articles, c'est un produit d'appel, c'est du contenu gratuit qui sert à vendre le vrai produit. Et quand je dis ça, comprenez bien que ce n'est pas une critique. Moi-même, j'ai créé cette chaîne YouTube pour faire du contenu gratuit qui ensuite débouche sur des produits payants, le coaching que vous pouvez acheter sur mon site. Je suis là aussi pour faire connaître mon entreprise en créant du contenu gratuit. La différence peut-être entre moi et d'autres coachs, c'est que j'essaie de faire un contenu qui soit le plus de qualité possible, et vous avez remarqué qu'en 123 vidéos, il n'y a jamais eu un seul tunnel de vente, un seul build-up interminable sur toutes mes publications. Toujours est-il que pour un coach qui crée du contenu, il y a une difficulté supplémentaire par rapport à un vulgarisateur. Un vulgarisateur ou quelqu'un qui vend du divertissement, une fois que vous avez cliqué et que vous avez regardé la vidéo, il a fini son travail en quelque sorte. Alors que pour un coach, la vidéo, comme je l'ai expliqué, c'est un produit d'appel. Donc même si vous regardez l'intégralité de la vidéo, en fait c'est qu'une première étape, parce que vous n'avez encore rien acheté qui rapporte de l'argent à l'entrepreneur. La conséquence de tout ça, c'est qu'il faut être hyper convaincant. Or, il y a un gros biais cognitif chez l'être humain, et vraiment ça me désole, c'est un biais qui m'exaspère au plus haut point. Plus quelqu'un a l'air sûr de lui, plus vous êtes susceptible de lui apporter du crédit. Là encore, pour parler en termes de théorie des jeux, il y a des incentives à se montrer hyper péremptoires et affirmatifs quand vous faites une vidéo de coaching, parce que vous serez plus convaincant, parce qu'une partie de votre public va vous prêter une autorité, et l'autorité pour un coach est hyper important, je vais y revenir. C'est terrible, parce que si vous commencez à mettre de la nuance, si vous dites qu'il y a des aspects du sujet que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne connaissez pas, certes, vous révélez que peut-être vous êtes plus rigoureux intellectuellement, vous révélez aussi que vous êtes peut-être plus intègre parce que vous êtes capable de dire « Non, là, sur tel point, je ne sais pas, je ne peux pas te donner de réponse », mais c'est pas ce qui est le plus efficace sur le point de vue commercial. Quelques petites remarques pour finir sur les vidéos de motivation où il y a de la musique épique et une voix off qui explique des choses de manière encore plus péremptoire que dans une vidéo où un coach parle face caméra par exemple. Je ne dis pas qu'il faut jamais en écouter, ça m'arrive d'en consommer, c'est ok, il y en a qui sont bien faites, il y en a qui vous inspirent, il y en a qui vous donnent envie de vous sortir les doigts des fesses. Les jours où vous avez moins de productivité, moins d'énergie, ça peut être très utile d'avoir recours à des vidéos de motivation. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste comprendre que ce contenu avec beaucoup d'affirmations, etc., voilà, il y a les perdants, les gagnants, etc., c'est pas un contenu qui est très rigoureux sur le plan intellectuel. Il faut juste le savoir, et savoir pourquoi vous consommez ce contenu, et à quel moment c'est pertinent de le faire, et à quel moment c'est pas pertinent de croire ce que vous dit la voix off. Une remarque aussi sur l'importance de l'autorité dans la pratique du coaching, et pas juste dans la perception qu'ont les gens sur vos produits, articles et vidéos. Le coaching, c'est une discipline très particulière. Il y a beaucoup de gens qui se lancent sur le marché alors qu'ils sont pas du tout compétents, mais c'est un des aspects particuliers du coaching, mais c'est particulier par opposition à la psychologie et à la psychothérapie. Vous le savez, moi j'ai une formation de psychologue clinicien, donc c'est une école que j'ai largement critiquée dans ma vidéo sur la question, miniature apparaissant ici, si vous avez envie de savoir pourquoi j'ai critiqué ma formation universitaire. Néanmoins, j'ai gardé deux traits positifs, on va dire, de cette formation, c'est l'importance de l'écoute et l'importance de ne pas faire ce qu'on appelle des interprétations sauvages. Donc de ne pas, au bout de 10 minutes de session avec un client, lui sortir une grosse interprétation sur sa vie. Il est peu probable qu'en 10 minutes vous ayez eu la capacité de faire une analyse pertinente, et surtout, il est peu probable que le client soit prêt à l'entendre et à l'accepter. Mais un coaching, ça ne se résume pas à ça. C'est hyper important de le comprendre. Vous combinez justement une partie introspective, on va dire, une partie qui pourrait presque s'appeler de la maïeutique, où vous allez aider la personne à accoucher d'elle-même, mais vous allez surtout l'écouter, etc. Il y a une dimension basée sur l'accueil, basée sur l'analyse, et il y a une partie plus directive, vous allez donner des objectifs à votre coaché, vous allez l'aider, vous allez définir les objectifs avec lui, et pour que ce côté directif fonctionne, c'est bien d'avoir une certaine autorité. C'est vous le patron pendant une séance de coaching, vous êtes au service de votre client, mais pour le servir, il faut diriger. C'est assez paradoxal, c'est un équilibre très dur à trouver. Le coach doit véhiculer cette image d'autorité, donc il y a finalement une contrainte endémique au marketing du coaching, une contrainte endémique au marché du coaching et au métier de coach, qui pousse les gens à faire de la simplification dans leurs vidéos. Notez bien que je ne dis pas ça pour excuser ces simplifications, puisque vous pouvez le constater en explorant ma chaîne, je fais hyper attention à faire un contenu nuancé, mais il s'avère qu'il y a un prix à payer lorsqu'on a cette attitude. Ma chaîne se développe et se développera nettement moins vite
que d'autres chaînes sur le bien-être, sur le développement personnel et d'autres chaînes de coach, parce que je ne cède pas aux sirènes des discours péremptoires et simplistes. Donc ça fait que je fais des vidéos plus longues. Mes vidéos, vous l'avez remarqué, font souvent 15 ou 20 minutes. Ça fait que lorsque je fais une vidéo, je mets plein de petites incises pour nuancer mon propos, et je digresse beaucoup, ça c'est un plaisir, et c'est pour ça que ça s'appelle souvent pensée arborescente. Néanmoins, ça facilite pas la lisibilité du message, et les gens ont peut-être moins conscience de mon autorité et de ma compétence dans le domaine du coaching. Bon, ça j'ai envie de dire, ça les regarde, chacun ses biais, mais il faut avoir une approche pragmatique. Il suffit pas de jeter la pierre finalement aux coachs en leur disant que voilà, c'est des manipulateurs qui font dans la simplification. Tout ce que vous appelez manipulation marketing est basé sur le fait que vous avez des biais cognitifs. Alors on peut dire, ok, tentons la voie éthique pour se développer et se marketer sans manipulation, mais le fait est que l'absence de manipulation dans le marketing, ça marche beaucoup moins bien que quand vous utilisez des techniques d'optimisation. Et pour cette même raison, et ce sera la conclusion de ma vidéo, ne pensez pas que sur le long terme, les gens qu'on approche éthiques vont être favorisés. Parce que un coach qui a des discours hyper péremptoires et très très simplistes peut durer 20 ans ou 30 ans dans le secteur, tout simplement parce qu'on a l'audience qu'on mérite. Lorsque j'emploie le terme de mérite, ça ne fait pas référence à une notion de mérite moral, par exemple, et de justice immanente et autre vision très naïve du monde, ça fait simplement référence à l'adéquation qu'il y a entre un créateur de contenu et son public. Dans un monde où Cyril Hanouna est suivi par plusieurs millions de personnes tous les soirs, il est évident qu'un contenu raffiné, un contenu fin, trouvera moins de public qu'un contenu bête ou qu'un contenu réducteur et simpliste. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'une chaîne comme la mienne est condamnée à rester confidentielle ? Absolument pas. Regardez ce que fait Stanislas Leloup, alors qui est certes à une forme plus travaillée que la mienne, c'est beaucoup plus accrocheur sur la forme, mais il fait des analyses de grande qualité et il a passé récemment les 100 000 abonnés. On a des chaînes de qualité qui trouvent un public et qui dépassent les 100 000 abonnés, donc c'est possible. Ce que je dis simplement, c'est que c'est plus lent et qu'il ne faut pas penser qu'il y aura un retour de bâton, que les gens qui font un contenu peu rigoureux perdront d'un seul coup toute leur audience dans 10 ans parce que ça durerait moins sur le long terme. Ce n'est pas la réalité du marché. Et puisque je parle du développement de la chaîne, si c'est en adéquation avec vos valeurs et si ça vous fait plaisir, je vous propose de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas sur cette vidéo. Je vous propose de laisser un commentaire, c'est bon pour le référencement. Je vous propose de la poster sur vos réseaux sociaux, sur les réseaux que vous utilisez si c'est compatible avec les réseaux. Et je vous propose éventuellement de parler de cette chaîne à certains de vos amis. Voilà, de leur envoyer un petit message, de les taguer peut-être sur vos réseaux sociaux pour leur dire « Hey mec, j'ai trouvé une chaîne de développement personnel qui ressemble à rien d'autre. Voilà, c'est la chaîne de Frédéric Garcia, va voir si ça t'intéresse, etc. » Ça m'aiderait à développer la chaîne, et je le répète, ne le faites que si c'est en accord avec vos valeurs et si ça vous fait plaisir à l'instant T. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.